Et bonsoir, du coup, je disais, j'avais oublié d'allumer le micro. Je vais attendre quelques secondes pour que ça arrive un petit peu. Bonjour Alice. Est-ce que tout fonctionne correctement? J'ai fait quelques petits changements dans les réglages de niveau de qualité vidéo. Normalement, on doit pouvoir sélectionner la qualité. Si on peut me le confirmer. Euh, si on peut aussi me confirmer que le son est bon, ne craque pas. Alors oui, parfait. Ok. Et si c'est bon, ben on va commencer. Alors, je vais juste me régler la fenêtre un peu comme il faut. Le son est nickel. Ok. Parfait, parfait. Tiens, voilà. Ok. Bon, aujourd'hui, du coup, ça va être plutôt simple. Je vois la caméra frisée un petit peu, j'ai l'impression. Bon, ça devrait aller. Bonjour Swanonix. Ah, et là. Donc, ce soir, résurrection du blob du grenier. Aujourd'hui, je redonne la vie. Attention. Donc, aujourd'hui, on va jouer avec un blob qui est dans un état de sclérote, donc en dormance profonde, on va dire, et on va le réveiller. Je ne sais pas si ça inspire les gens, mais ça devrait être relativement simple, et ça me permettra aussi de valider par ce stream un peu simple les réglages que je viens de faire. Donc, ben, on va commencer. J'ai quand même fait un petit plan, étude du matériel, parce que du coup, je vais en profiter pour parler aussi du distillateur avec lequel je fais l'eau distillée. Je peux commencer par ça d'ailleurs. Hop là. Donc, voici l'engin. Ça va pas être facile à montrer tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc, le distillateur, voilà, on va partir sur la cam là. C'est cet engin-là. Donc, c'est quoi? C'est quelque chose qui chauffe l'eau et qui permet du coup de la faire bouillir et surtout d'avoir une partie refroidisseur qui permet de récupérer cette eau, l'eau distillée, dans une carafe que l'on met en dessous, de cette manière. Voilà. Pas facile à montrer. Donc, comme tout distillateur, on fait chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle passe en phase de vapeur. Puis, on la fait se recondenser avec la partie qui est en haut, qui se détache. Voilà, donc là, on voit à l'intérieur d'un côté la cuve de l'eau. C'est juste une cuve, le fond est chauffe à une température que l'on détermine. Et la partie que j'ai dans la main qui est là, donc la partie noire, contient un ventilateur que l'on voit bien, je pense, sur la caméra du dessus, et aussi un circuit de refroidissement. Ça c'est plus dur à montrer, qui est un tuyau qui passe à l'intérieur et qui refroidit
avec des ailettes et le ventilateur qui s'ouvre dessus. Donc l'eau passe à l'intérieur, passe dans le tube et ressort par la partie qui est ici. Voilà. Tu vas faire des vidéos de sa progression, timelapse, si on parle du blob. On verra. Timelapse ou pas. Déjà, on va le réveiller, ça va prendre un certain temps, puis ensuite, peut-être qu'on en fera quelque chose. Je ne connais pas les blobs, mais j'attends de voir. Tout à fait. Ben, le blob, c'est ni un végétal, ni un animal, c'est un blob. J'ai plus le nom exact. J'aurais dû réviser mes fiches. Bon. Et c'est un organisme unicellulaire qui est composé de plusieurs noyaux que l'on peut couper, que l'on peut faire se réassocier, etc. Mais ça, on en reparlera peut-être un peu après. Et qui a une certaine intelligence, qui apprend, qui semble apprendre. Ouais. Donc le distillateur, du coup, je lui mets 3 litres d'eau en général. Cette eau, bah, c'est de l'eau du robinet. Ce qui en sort, bah, c'est de l'eau distillée. Et ce qui reste dans le fond de la cuve, c'est de... Bah, si je vais jusqu'au bout, bah, il reste tous les minéraux qu'il y avait dans l'eau vont rester dans la cuve, et ça va me faire une matière sèche. Généralement, j'essaye de m'arrêter un petit peu avant que ça soit la fin, ce qui me permet de pouvoir la nettoyer plus facilement, parce que du coup, c'est un peu plus dilué dans le fond d'eau. Eau qui m'est venue à l'esprit l'autre jour que j'allais récupérer. C'est-à-dire que j'ai décidé que plutôt que de la jeter, alors même si elle est concentrée en minéraux qui m'intéressent pas, elle a une autre propriété qui m'intéresse pour une expérience future, qui est que l'eau qui s'évapore en premier est l'eau qui l'on considère être de l'eau, c'est-à-dire une eau qui bout à 100 degrés, qui s'évapore du coup à 100 degrés. Ceci dit, il y a une proportion d'eau à l'intérieur de l'eau classique, je crois que c'est 0,03%, quelque chose comme ça, qui est de l'eau lourde. Alors l'eau lourde, bah, c'est de l'eau avec dont les atomes d'hydrogène ont des électrons en plus que l'atome d'hydrogène de base. C'est donc un isotope dans ce cas-là qui est stable, qui fait que l'eau est plus lourde. Et d'ailleurs, puisque littéralement elle est plus lourde. Et alors bon, en application, il n'y a pas trop de choses qui devraient. J'ai pas encore imaginé quelques applications, mais bon, de toute façon, quand je fais de l'eau distillée, j'ai ça. Donc je me suis dit autant la récupérer, ça pourrait être rigolo. Au pire, on fera une expérience simple qui sera, quand j'en aurai assez, qui sera de faire un glaçon d'eau lourde. Et on verra si c'est bien ce que je pense. Normalement, le glaçon devrait couler au lieu de flotter. Voilà. Après, si vous avez des idées de ce que je peux faire avec de l'eau lourde, vous me dites. Et en évitant de m'attirer des ennuis, de préférence. Voilà. Voilà. Le distillateur, là, s'utilise donc avec de l'eau. Après, je sais qu'il y en a qui l'utilisent aussi pour faire d'autres choses. Alors moi, je le laisse dans un mode pour de l'eau, enfin, on va dire pour de l'alimentaire, quoi. Il y en a par exemple qui s'en servent aussi pour l'impression 3D, pour les résines notamment, pour distiller l'alcool isopropylique de qu'il y a dans qui a été utilisé pour nettoyer la résine, donc pour séparer la résine de l'alcool isopropylique et récupérer l'alcool isopropylique, puisque celui-ci est réglable en température. Alors pas dans une très large gamme, mais suffisamment pour pouvoir séparer certains liquides. Voilà. Alors là, il y a encore quelques gouttes parce que je l'ai utilisé hier, mais bon, c'est pas grave. C'est juste de l'eau.
Ah, on peut faire de l'alcool avec. Cette question, bizarrement, je l'avais anticipée. La réponse est oui. La réponse est, il y en a qui l'utilisent à cette fin. J'ai d'ailleurs pu observer même des vidéos sur le sujet. Euh, alors évidemment, il n'y a que 3 litres. Donc on ne fait pas des grosses quantités d'alcool avec que 3 litres de base de fruits, si on part du fruit. Ou voilà. Mais par contre, je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui distillent par exemple du vin ou des alcools moins forts et qui en récupèrent. Je suis pas du tout un spécialiste de l'alcool pour le coup, mais qui permet enfin des distillations enfin de type vin et compagnie. Je crois que ça donne d'autres alcools qui sont connus. Alors, je suis pas un expert. Euh, alors évidemment, il faut faire attention. Hein. Si on, faut savoir ce qu'on fait, mais normalement c'est possible. C'est un coup à être malade avec de l'alcool frelaté. Oui, bah si on fait pas attention à séparer le méthanol, notamment au départ, qui s'évapore en premier, oui, tout à fait. Après, si on part du vin, par exemple, comme base, je crois que il y a déjà plus vraiment de méthanol, donc c'est moins dangereux, si je dis pas de bêtises. Bref, dans tous les cas, il faut se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Et de toute façon, ce n'est pas mon intention, parce que je ne... Voilà. Intéressant. Oui, oui. J'imagine que ça doit intéresser les gens à cette fin, oui, tout à fait. Euh, donc, ça m'a... Comment je l'ai acheté? Je l'ai acheté une quarantaine, cinquantaine d'euros, je crois, celui-ci, sur le Bon Coin. Je pense que c'était un surplus. Neuf, je l'ai acheté neuf, hein, pas d'occasion, pour le coup. Il y en a des un peu moins perfectionnés, notamment ceux qu'on ne peut pas trop régler en température. Il faut faire attention. Selon l'usage, faut sélectionner ce qu'on veut. Si on veut juste faire de l'eau distillée, ils sont tous bons. Si on veut en faire d'autres usages pour filtrer la résine de l'alcool isopropylique pour l'impression 3D, par exemple, bah, faut contrôler la température. On pourrait réutiliser du nettoyant flux. Du nettoyant flux. Je suis pas sûr de la question. Euh, Parce que pour moi, le nettoyant flux, il est irrécupérable une fois qu'il est. Enfin, si c'est par exemple pour nettoyer les PCB, ça me semble compliqué de le récupérer. Sauf si on nettoie directement, par exemple, les cartes électroniques dans un bain d'alcool. Mais dans ce cas-là, oui, je suppose qu'on doit pouvoir le séparer. Après, attention, si c'est des cas qui vous intéressent, de ne pas utiliser le même appareil pour de l'alimentaire et pour du pas alimentaire. Hein. Faites attention à ça quand même. Voilà. Donc petit appareil que j'ai trouvé récemment. Alors on va me dire oui, mais l'eau distillée ça coûte pas cher. Alors oui et non, parce que l'eau distillée, ce n'est malheureusement c'est devenu un peu compliqué à trouver depuis que pour des raisons de sécurité les batteries à l'acide sulfurique sont tous disponibles en libre service. Les batteries sont maintenant plutôt des batteries à gel qu'on peut plus re-remplir d'eau distillée notamment. Et donc du coup, bah, c'est plus compliqué de trouver de l'eau distillée maintenant. En tout cas en magasin. On trouve surtout de l'eau déminéralisée, qui peut servir déjà à beaucoup de choses, qui est pas trop cher, c'est quelques euros à chaque fois les bidons de 5 litres. Mais bon, il faut les avoir, il faut les... Bon, voilà. Là, j'allume, il me fait à peu près 1 litre d'eau à l'heure de fonctionnement. Et de ce que j'avais calculé en tarif d'électricité, on est quand même moins cher que quand c'est que d'acheter de l'eau faite, toute faite. Quoi. Alors évidemment, il y a le coût de l'appareil à rembourser, mais comme je disais, il m'a coûté entre 40 et 50 euros, donc ça va. Bref, vu ce que je peux en faire et vu que j'ai plein d'idées où j'ai besoin d'eau distillée, je pense que ça va m'être bien utile.
Voilà. Swanonix, oui, voilà, dans un bain, il est souvent souillé le flux. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est ce que, oui, voilà. Si c'est pour nettoyer directement dans un bain, effectivement, ça peut être intéressant. Mais alors, dans ce cas-là, comme je disais, faire un usage spécifique de la machine et prendre quelques précautions. Là, en gros, c'est un alambic. À la différence près que le refroidissement n'est pas à eau, mais à air forcé par le ventilateur qu'il y a au-dessus, en fait. Voilà. Donc voilà pour cet appareil que je voulais présenter la dernière fois et que je n'avais pas encore fait. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je le remets de côté. Dans la suite, bon, pas grand-chose d'autre. Alors certains auront vu que à côté, il y a des flocons d'avoine, une boîte de coulommiers, de l'agar-agar et des filtres à café. C'est pas pour faire de la cuisine, ça va être pour tout à l'heure. On y reviendra. En termes d'appareil, toujours, aujourd'hui, on va utiliser la binoculaire. Alors évidemment, si je utilise la binoculaire, moi je verrai les choses, mais vous allez avoir du mal à les voir. Donc, j'ai retrouvé dans un truc que j'avais acheté il y a quelques temps, qui est une petite caméra. Bon là, elle n'y est plus parce que du coup, je l'ai branché tout à l'heure. Mais c'est un petit kit de caméra branché dans l'oculaire du microscope, ou de la binoculaire là, ou d'une trinoculaire quand on a la chance d'avoir un troisième port pour brancher une oculaire externe. Donc, la voici, donc là elle est toujours branchée. Et du coup, c'est un objectif, enfin c'est une caméra, pardon, que je peux mettre à la place d'une des oculaires que j'ai, et qui permet de voir du coup la place d'un œil, quoi, voilà. J'ai notamment, normalement, si ça fonctionne encore, j'ai fait une scène pour basculer sur le microscope. Voilà. Voilà. Alors, elle zoome un peu plus que je ne le vois moi dans l'œil. On peut voir mon doigt. Bon, faudra régler la luminosité aussi. Voilà. Vous voulez voir un doigt de près. Donc, je pense qu'elle zoome un peu plus que l'oculaire de base. L'oculaire de base, alors je reviens sur la cam de base, enfin sur la scène de base. C'est des x10, et la caméra zoom un peu plus que ça, je ne saurais pas estimer de combien. Le réglage, il va de 0,7 à... non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Oui, c'est ça, de 0,7 à 3 x3. Bon, c'est pas pour observer, c'est pas un microscope en fait, c'est plutôt une loupe binoculaire. Voilà. C'est comme ça qu'il faudrait les appeler normalement. On voit bien, parfait, tant mieux. Donc ça, on l'utilisera après, et si je dis pas de bêtises, ça pourrait être intéressant du coup, de voir les pulsations du blob qui se déplace, parce que du coup, je l'ai pas dit, mais le blob se déplace. Et donc, du coup, je pense qu'on va commencer par préparer les boîtes de pétri qui vont accueillir les blobs. Donc, les boîtes de pétri, là, j'en ai pris deux, parce que j'en aurais pas, enfin, je pourrais en avoir besoin de plus que ça, quand il va se multiplier, quand il va grossir. Mais pour l'instant, on va commencer juste avec deux. On va se donner deux chances de commencer. Ces boîtes de pétri, c'est juste des boîtes en plastique qui sont hermétiques. Donc le couvercle est posé dessus pour éviter que des contaminations extérieures, des poussières viennent se déposer ou des choses comme ça. Mais elles laissent passer quand même un peu l'air. Ça reste un être vivant, donc il faut qu'il puisse avoir accès à de l'air frais, enfin, de l'air renouvelé, on va dire. Voilà.
Donc, le blob, il va pas vivre directement sur le plastique, on va lui fournir une surface qui est, comment dire, qui va être humide, de telle manière à ce qu'il puisse déjà ne pas se dessécher, et surtout, du coup, pour l'aider à se déplacer facilement. Et évidemment, on veut pas le noyer, donc on va pas le mettre dans l'eau pure. On le met dans une solution, enfin on le met sur une solution, enfin sur une surface gélifiée. Et donc la solution la plus simple qu'il y a pour faire une solution gélifiée, c'est d'utiliser de l'agar-agar de cuisine, voilà, qu'on trouve au rayon pâtisserie, qu'on va mélanger avec de l'eau. Cette eau, on va la faire bouillir, en tout cas on va la chauffer au-delà de 90 degrés pour activer la poudre, donc ça c'est de la poudre d'agar-agar, et quand ça va refroidir en dessous de 40 degrés, bah, ça devrait se gélifier. Voilà. Et le gel, du coup, reste gel jusqu'à, enfin, bon, tant que la température reste inférieure à ce qu'il faut pour le refaire fondre. Donc, voilà pour ce qu'on va faire. À côté, j'ai des flocons d'avoine. Alors bon, j'ai la boîte, mais j'en ai mis dans un petit pot qui est plus facile pour pouvoir se servir dedans, qui va servir de nourriture. Euh, donc le blob aime bien manger des flocons d'avoine. Donc sa technique, c'est il le recouvre complètement, il en absorbe les nutriments, puis quand il a fini de manger ce qu'il y avait à sa surface, et ben, il continue son trajet et puis il en cherche d'autres. Voilà. Dans la nature, un blob que l'on trouve souvent en forêt ou dans des zones humides va manger des champignons, de la pourriture, des choses comme ça. Voilà. Le blob ensuite, quand il n'a plus de nourriture ou que l'environnement devient sec, se met du coup en dormance, il passe dans un état de sclérote, ce qui le protège pendant plusieurs années jusqu'à ce que l'environnement soit plus propice. Et ça, moi, précédemment, j'ai pu le faire. Alors, je raconterai l'histoire du blob juste après. En le faisant, en le récupérant dans les boîtes de pétri, on peut le mettre sur des filtres à café. Donc là, j'ai pris des filtres à café qui sont, c'est des disques plats, ronds, qui sont un peu plus grands que les boîtes de pétri, là, mais c'est pas bien grave. Et le blob, donc du coup, sur le papier humide, quand il est posé sur le gel d'agar-agar, il continue à explorer, mais il n'y a rien, donc il continue perpétuellement à faire des allers-retours sur son petit papier. Et quand le papier commence à sécher, bah, il comprend qu'il est temps de se rendormir, et il passe dans un état de dormance que l'on peut garder des années, potentiellement. Et donc c'est ce que j'ai de côté. Là, j'ai des exemples de blobs qui se sont mis en état de sclérote sur des filtres à café. Il y a des plus ou moins jolis, donc ça fait des formes, des espèces de veines quand ils se déplacent. Et c'est ce qu'on observe un petit peu sur le papier, là. Voilà. J'en avais fait plusieurs, j'en ai plusieurs, et j'en ai des prédécoupés, parce que le but aujourd'hui, ça va pas être d'utiliser tout le papier, parce que sinon le papier pourrait moisir, ça serait d'utiliser juste les parties où il y a où juste il y a le blob. Donc c'est ce que j'ai dans la boîte, ce n'est pas un coulonnier, c'est des morceaux préparés, où j'ai découpé juste les parties où il y a le maximum
2 blobs. Voilà. Germinou. Oh là, ami des sciences, courage dans les expériences. Lurk. Ben, merci pour le lurk. Et merci d'être passé. Merci, merci. Et donc aujourd'hui, bah, si tu arrives, on va réveiller un blob. Et donc on va préparer des gels pour l'accueillir, des boîtes de pétri avec de l'agar-agar. On va réveiller le blob et après on l'observera au microscope, enfin à la loupe binoculaire pour être plus exact. Voilà. Phononyx, ça ne risque pas de se répandre dans toute la maison à l'air libre? Non, enfin normalement non, ça reste quand même modéré. Et c'est- la façon de se reproduire, effectivement, peut faire comment dire, des spores, mais ils vont se contenir à la boîte de pétri, hein. Et de toute façon, il faudrait vraiment habiter au milieu de la forêt pour que ça commence à se répandre dans la maison. Cependant, je peux enchaîner avec d'où vient mon blob. Mon blob vient, enfin, le blob du grenier donc, parce qu'il vient de mon grenier. Parce que dans mon grenier, mon toit n'est pas forcément très étanche. Et donc du coup, un jour où il pleuvait, j'avais installé un seau en dessous d'une fuite. Et quand je suis revenu un peu plus tard, enfin quelques jours plus tard, pour vider le seau, qu'est-ce que je constate sur le sol, un sol en bois? euh, je constate une matière jaune, visqueuse, que j'ai assez reconnue rapidement, parce que je savais que ça existait, qui était ce blob. Et donc, plein de personnes cherchent toujours des blobs dans la forêt, dans les tas de bois, et n'en trouvent parfois pas. Bah, moi, j'ai eu la chance de le trouver dans mon grenier, autour du seau, sur le plancher qui était humide à cause de la fuite. Voilà. D'où pourquoi le blob du grenier. Du coup, je ne sais pas quelle est son espèce. Je sais qu'il y a plusieurs espèces de blobs, etc. Je ne saurais pas l'identifier pour l'instant. Ils ont des caractéristiques différentes, ils peuvent se déplacer plus ou moins rapidement, ils ont différents niveaux d'exploration, enfin, une manière d'explorer leur milieu, où ils prennent plus ou moins de risques, des choses comme ça. Il me semble qu'on peut les identifier, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas se mixer entre familles différentes. Donc, si on a des familles identifiées et qu'on les met côte à côte, s'ils ne fusionnent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas de la même famille. S'ils fusionnent, c'est qu'ils sont probablement de la même famille. Voilà. De ce que j'ai compris, ce que l'on peut faire. Voilà. Ça fait peur. Mais non, c'est un gentil non-animal de compagnie. On peut pas dire que c'est un animal ni un végétal. Ça a pas forcément besoin de lumière aussi, ça vit plutôt dans les espaces ombragés, sombres, donc c'est sympathique aussi. Et bien, du coup, et ça se déplace à quelle vitesse? Ça se déplace environ d'1 centimètre à l'heure, plus ou moins. Ça peut être plusieurs, ou ça peut être beaucoup moins. Voilà. C'est pas très rapide non plus, hein. Mais c'est suffisant pour, quand on vient le voir dans la journée plusieurs fois, ben on voit qu'il n'est pas au même endroit, qu'il n'est pas en train de recouvrir les flocons d'avoine de la même manière. Donc c'est suffisamment lent pour pas le perdre de vue et suffisamment rapide pour en voir plusieurs fois dans la journée l'évolution. Ah, donc il y a moyen de se faire envahir assez rapidement. Non, quand même pas. De toute façon, à partir du moment où il quitte la surface humide de son gel, il va plus très très loin. En fait, c'est trop sec pour lui, il ne s'y aventure pas. Donc, on arrive quand même à le maîtriser. Il peut éventuellement sortir de la boîte, il y en a vraiment beaucoup, mais il en faudrait vraiment, vraiment beaucoup.
Et puis, encore une fois, il irait pas très très loin. Il pourrait aller à quelques centimètres, dizaines de centimètres grand max. Voilà, voilà. Donc, bah, du coup, on va préparer les milieux d'agar-agar. Donc pour ça, bah, moi je vais utiliser bah, de l'eau, bon là de l'eau distillée, hein. Comme ça m'évite d'utiliser l'eau du robinet qui peut avoir du calcaire. On peut, hein, mais il sera plus confortable sur de l'eau. Enfin, en tout cas, l'eau distillée sera plus neutre dans sa façon d'être, dans sa façon d'explorer et pour sa survie. J'ai pris un petit verre doseur. Voilà, c'est un verre doseur Ikea. Il va pas y en avoir, enfin, on va en faire plus que nécessaire parce que c'est difficile d'en faire des toutes petites quantités, parce que dans les boîtes de pétri, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Cependant, j'ai pris un verre doseur avec un couvercle, ce qui va me permettre du coup de préparer la solution qu'on va faire, hein, d'eau et d'agar-agar. Je vais la faire chauffer, et du coup, je vais en verser dans les boîtes de pétri. Et quand la boîte de pétri, et ensuite le reste, je vais le laisser dans la boîte, je vais le recouvrir et le laisser au frigo. Alors évidemment, ça va se gélifier, mais quand je voudrais, enfin quand j'aurai besoin de m'en resservir pour faire d'autres boîtes de pétri, ben, j'aurai juste à le réchauffer et ça va refondre et j'aurai plus qu'à le reverser. Et en le laissant au frigo, ça devrait pouvoir se conserver au moins une semaine ou deux facilement. Peut-être même plus, je ne sais pas encore. Voilà, voilà. Alice, bon, ça va avec la sécheresse dans ce moment. Oui, avec la sécheresse dans ce moment, il va pas aller loin, effectivement. Son Unix, oui, il ne faudra pas oublier de l'arroser. Ah, normalement, c'est le gel l'arrose lui-même. Il faut pas le noyer, hein. D'ailleurs, ça, c'est l'erreur que je vois beaucoup. C'est les gens qui mettent de l'eau dessus. Ça peut le noyer un peu. Ah, donc, pour le réveiller, on va le tremper dans l'eau, mais on va quand même pas enfin, on va les goûter un peu, quand même, hein. Voilà. Donc, je vais prendre de l'agar-agar, donc de cuisine, hein, classique. Là, j'ai un demi-sachet, parce que je coupais les sachets en deux. Donc, c'est des sachets de 2 grammes. Et avec 1 gramme, on fait facilement 10 millilitres. Donc, non, de 100 millilitres, pardon. Donc, 1 gramme pour 100 millilitres, c'est pas mal. C'est pas forcément une science exacte, donc on peut mettre plus ou moins, hein. C'est pas très contraint, donc on peut faire comme on veut. Donc là, normalement, il me reste la moitié d'un sachet. Cependant, j'ai pris la petite balance pour m'en assurer. S'il y en a un peu moins, bah, ce sera pas très grave non plus, hein, dans une certaine mesure. Voilà. Donc, prendre la balance, poser le verre doseur. Je vais essayer de le positionner pour qu'on voit les chiffres. Ouais, bon, ça va peut-être être un peu petit, mais c'est pas grave. Donc là, il est taré à 0 parce que je l'ai allumé avec le verre doseur dessus, et donc du coup, j'ai juste à verser ma poudre dedans. Alors, les sachets sont vendus comme faisant 2 grammes, mais en réalité, ils font un peu plus, hein. Ça, j'avais déjà remarqué. Parce que la première fois que j'en prends dans un sachet neuf, ça fait 1 gramme en général. Donc je m'attends à avoir un autre gramme sur la partie qui reste. En général, ça dépasse un peu. Et là, par exemple, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il me marque 1 gramme 30. Voilà. 1 gramme 30, bah, ça veut juste dire que que la solution sera, enfin, le gel sera un peu plus solide. Donc c'est pas bien grave, hein. Ça marche aussi. Comme je disais, c'est pas une expérience exacte. Il en vaut mieux plus d'ailleurs que moins. Parce que si c'est trop liquide, après c'est trop difficile de le transvaser dans une autre boîte de pétri. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Il y a un petit... hein,
Il y a un petit spam, c'est pas grave. Hop, voilà, ça part, plus rien. Donc, 1,30 g, je remets à 0, et donc du coup, je vais mettre 100 ml à peu près, donc 100 grammes. Si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave, hein. Ah, voilà, ça a dépassé un peu. Donc là, je suis à 107,51. Voilà. Donc ça, bah, je vais le remuer juste comme ça, hein. Il va pas y avoir besoin. Je pourrais utiliser l'agitateur magnétique, mais ça sert pas à grand chose parce que la poudre ne va pas se diluer dans l'eau telle quelle. Là, elle va rester en suspension dans l'eau. Hop, je repousse la bouteille. Donc, là, ce qui manque pour faire la solution, c'est juste de la chauffer, en fait. Donc, je vais la passer juste pendant... jusqu'à ce que je vois qu'elle se met à bouillir. Je vais la mettre au micro-ondes jusqu'à ce qu'elle boue. Et ça sera prêt, tout simplement. Donc, je vais vous abandonner juste, du coup, 1 minute. Je vais laisser le micro ouvert. Normalement, vous devriez m'entendre, sauf si je suis trop loin, peut-être que bon, on verra. Et je vais juste la mettre au micro-ondes, je reviens de suite. Eau distillée, oui, là, dans ce cas-là, c'est de l'eau distillée, tout à fait. C'était le fond de bouteille que j'ai utilisé l'autre jour quand j'ai fait la chimie de photo argentique. C'était la même eau, hein, c'était la même bouteille, hein, donc j'ai pas besoin. Ça ne doit pas changer grand-chose. Mais de toute façon, à chaque fois, comme je disais, toute mon eau distillée, maintenant, elle me vient du distillateur que j'ai montré tout à l'heure. Donc je reviens dans 30 secondes, je vais juste au micro-ondes pour la faire chauffer un peu. Alors évidemment, j'aurais pu mettre le micro-ondes en stream, mais bon, ça nécessitait de déplacer un peu trop les choses pour rien. Alors là, avec le micro-ondes, peut-être que le 2 Go 4 va brouiller le micro. J'espère pas. On va voir ce que ça donne. Je vois la barre de loin, je vois la barre bouger, donc je suppose que ça fonctionne encore. Bon. Je verrai à mon retour, si ça râle, c'est que ça marchait plus. Voilà. Donc là, ça tourne tranquillement dans le micro-ondes. Ça va monter en température. À partir de 90 degrés, le gel en poudre va fondre et se diluer dans l'eau. Normalement, il faut maintenir la température au-dessus de 90 degrés pendant une trentaine de secondes. Et pendant 30 secondes, après, tout la poudre est diluable dans l'eau et peut être utilisée comme gel. Donc là, ça monte tout doucement en température. Alors, je l'ai mis sans le couvercle que j'ai montré tout à l'heure parce que je veux pas que la pression augmente non plus. Ça sert à rien de faire exploser des choses au micro-ondes. Le couvercle, ça sert vraiment pour après, pour pouvoir le conserver au frigo sans qu'il soit contaminé par ce qu'il y a dans le frigo, hein, tout bêtement. Après, tout ça, c'est alimentaire, donc c'est pas dangereux pour le reste qu'il y a dans le frigo, hein. Là, on est vraiment dans de la chimie de cuisine simple. Donc là, je vais remettre un peu parce que ça a pas encore, c'est pas encore monté à ébullition. Alors il faut faire attention parce que j'ai remarqué que ça peut monter très rapidement, hein. Les bulles peuvent dépasser le contenant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un contenant qui est assez haut, en fait. Ce contenant me permet de voir rapidement les bulles et de les arrêter avant qu'elles débordent. Voilà. Se faire sur les parois, donc ça ne devrait pas tarder. Et voilà, ça a même débordé parce que j'ai pas été assez attentif. Bon, c'est pas grave. Je vais rincer, enfin je vais nettoyer après. Parfait. Donc là, c'est prêt. C'est très chaud.
Et je suis de retour. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Il ne faut pas confondre avec le révélateur. Oui, en effet, mais la bouteille du révélateur, elle est marquée, hein, donc normalement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la bouteille du révélateur, pour être exact, c'est la bouteille accordéon, donc je peux pas me tromper. Je pourrais me tromper éventuellement avec le fixateur, mais j'ai écrit sur le fixateur. Oui, c'est marrant, le son était moins bon au moment d'ouvrir le micro-ondes. Mais pendant la chauffe, aucun problème de son. Ah, je me suis alors peut-être irradié un peu. Non, normalement, il était éteint avant que je l'ouvre, donc il n'y a pas de raison. Oui, lol, ou à pour faire un blob bleu. Oui, oui, parce qu'effectivement, la solution de la dernière fois, elle était bien bleue. Hein. Tout à fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un liquide légèrement jaune. Alors évidemment, c'est pas de la garde de qualité chimie de labo. Hein. Là, c'est de la garde de cuisine. Il est un peu moins pur, de ce que j'ai compris, mais pour l'usage qu'on en fait là, ça devrait faire tout à fait l'affaire. Voilà. Donc là, je remue juste un petit peu, mais bon, normalement, tout est dilué, je ne vois aucun résidu, donc normalement, c'est bon. Voilà. Donc je me retrouve sensiblement avec 100 millilitres de solution. Donc, ensuite, je fais quoi? Bah, je les verse dans mes boîtes. J'en mets pas beaucoup, hein. Le but, c'est juste d'avoir une surface. Alors, comme c'est un gel, voilà. Là, il recouvre pas, mais si je remue un peu, hop, voilà. Là, j'ai bien ma surface qui est bien recouverte. Et j'ai pas besoin de plus, hein. Il n'a pas besoin de rentrer en profondeur. Après, plus c'est épais, plus c'est facile à transférer, mais là, pour l'instant, j'en suis pas à des étapes où c'est compliqué, donc j'ai juste besoin de recouvrir sensiblement la surface. Voilà. Donc je vais faire ça avec l'autre aussi. Voilà, donc là j'ai été un peu radin, donc j'en mets un peu plus. Recouvre rapidement buée, donc pour l'instant je vais pas les recouvrir. Alors, je vais essayer de dissiper celle-là. L'autre, je vais remettre le couvert, mais je vais pas tout à fait le mettre comme il faut, là, c'est juste parce que je veux pas que des poussières tombent dedans, etc. Mais si je le ferme, en refroidissant, il va faire une dépression, il va se déformer. Donc pour l'instant, je le laisse entrouvert, voilà. Tout simplement. Et parce que je me suis dit, je vais pas attendre que ça refroidisse le temps de faire le reste, je vais tenter un truc, je vais essayer de le refroidir volontairement en utilisant, en trempant les boîtes de pétri dans de l'eau froide. Donc j'ai pris une assiette à soupe là. Je vais mettre de l'eau froide et je vais juste les mettre dedans pour les faire refroidir. J'ai oublié de prendre l'eau froide du coup, donc c'est juste à côté. Donc je vais prendre l'eau froide. Donc c'est juste de l'eau normale, là c'est de l'eau du robinet qui était au frigo, hein, donc là c'est pas très important. Voilà. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Si on n'a pas de fuite au grenier, on peut trouver un blob dans la forêt où il faut forcément l'acheter. Oui, oui, on peut en trouver dans la nature. Alors, il y a même des manières de les faire sortir du bois mort en cherchant dans des branches mortes. Si on les humidifie et qu'on les enferme dans un sac plastique, par exemple, ils finissent par sortir des branches. Il y a quelques techniques comme ça aussi qui permettent de les... Parce qu'en fait, il y en a partout.
c'est un adjuvant qu'il y a partout, hein, déjà. C'est juste qu'ils ressortent que quand les conditions sont propices. Donc en partant de branches mortes, de ce que j'ai compris, on peut, j'ai pas essayé, mais j'ai vu quelques expériences le faire, on peut le faire ressortir du bois mort. Donc là, ça trempouille tranquillement dans l'eau froide. J'ai pas mesuré l'eau. Ah ouais, 18? Oh, ça me semble élevé. Et la solution, elle est déjà à 27. 28, 27, 18. Et SMA, il a combien? 29. Ah bah ça refroidit drôlement rapidement alors. Ah bah oui, bah c'est déjà gélifié. Même l'autre est déjà gélifié, donc en fait, c'est bon. C'est aussi l'avantage de ne pas en mettre trop, c'est que ça refroidit assez rapidement. Où est-ce que j'ai mis mon petit bout de... Hop, il est là. N'importe quel arbre? Bah des branches mortes, oui, j'ai pas cru comprendre qu'il y avait des préférences ou d'autres. Bah, peut-être, hein, je suis pas un expert. Voilà. Donc là, du coup, bah, j'ai bien ma solution d'agar-agar gélifié, comme on voit sur le côté, là. S'il veut bien faire le focus. Voilà. J'ai bien une petite épaisseur d'agar-agar, qui est déjà gélifiée. Voilà. Bon, bah, mon bol d'eau, il servira pas à grand chose. Ah si, il va me servir pour maintenant, du coup. Donc, thermomètre, c'est bon. Alice, donc on peut le faire apparaître depuis le bois qu'on stocke pour le chauffage ou barbecue. Bah en fait, il y a des gens, des fois, qui se retrouvent à retrouver des blobs dans du bois qu'ils ont laissé en tas, et qui a pris la pluie, par exemple, qui reste à l'humidité. Alors normalement, ça aime l'humidité et l'ombre. Donc généralement, c'est en bas des tas de bois, dans la zone qui est un peu pourrie, qui est humide et à l'ombre. Voilà. Dans un bois qu'on a laissé stocker pour barbecue, généralement, c'est pour un bois bien sec. Donc, normalement, il ne devrait pas sortir comme ça. Mais à l'intérieur du bois en lui-même, notamment dans l'écorce et choses comme ça, il devrait toujours être là, oui, bien sûr. Donc, maintenant, la suite. J'aurais pu prendre une petite pince, mais c'est pas grave, on va faire ça, pour montrer que c'est simple. Je prends une sclérote. Voilà. Je vais la tremper dans l'eau. Voilà, quelques secondes. Je remue. Je secoue un peu parce que je veux pas le noyer pour après. Donc là, c'est juste pour l'humidifier. Et je le dépose tranquillement sur la solution d'agar-agar. Je vais en prendre un deuxième qui est bien chargé. Donc pareil, je trempouille tranquillement. J'essore. Je secoue un peu, quoi, pour pas qu'il soit noyé. Et je dépose tranquillement. Celui-là, il est un peu plus rigide parce qu'il y avait plus de matière. Voilà. Voilà. Bon, j'ai touché avec les doigts, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Et on est bon. Voilà, voilà. Donc mon bol d'eau, je le mets de côté. Donc c'est relativement facile à faire. Là, normalement, alors, j'avais pas mesuré la température de l'autre, je crois. Mais si. Si, 26, oui, ça va, ça va. Il n'était pas démesurément chaud. Bon, ça va. Parce qu'il faut pas le cuire non plus, et on va éviter de le cuire. C'est fini. Bah non, enfin oui, si on veut, là, la préparation, elle est finie. Alors, non, oui, il y a une petite chose. On va lui donner à manger aussi. Enfin, on va lui préparer à manger. Alors, je le ferai après. Non, remarque, je le ferai après, parce que j'aimerais l'observer avant de lui donner à manger. Si j'oublie, vous me le dites. Mais en gros, il faut lui donner de l'avoine, mais pas plus que
à peu près la taille qu'il fait, voilà. Et il faut pas le recouvrir, surtout, parce que sinon il pourrait moisir si par exemple il y a des flocons d'avoine dessus qui prennent l'eau, bah, ils peuvent moisir, parce qu'ils sont humides, et qu'ils ont naturellement encore des spores de champignons, des choses comme ça, enfin, dans des quantités petites, qui pourraient donc moisir. Donc il faut pas en mettre trop, parce que sinon c'est le moisi qui prend le dessus et qui peut tuer le blob. Là, le but, c'est qu'il y ait moins de moisi que de blob. Que le blob puisse se nourrir de ce moisi et pas l'inverse. Voilà. Faut doser un peu. Donc je vais en fermer un, je vais fermer celui-là. Et l'autre, du coup, on va essayer de l'observer au microscope. On va voir si on commence à voir des choses. Tout bêtement. Donc je ressors la binoculaire. Mettre en dessous. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas assez de lumière, mais c'est pas grave. Au pire, je trouverai une solution. Voilà. Et je vais remplacer juste une oculaire par la caméra que je vous ai montrée tout à l'heure. Simplement. Voilà. Je me change de scène pour passer sur microscope. Alors moi je la vois beaucoup plus lumineuse, hein. La caméra, clairement, elle ne flatte pas la lumière. Donc je vais rajouter une petite lampe à côté. Je vais prendre la lampe qui est là. Alors normalement il existe des lumières pour enfin, qui s'adaptent sur ces microscopes, mais là je ne les ai pas. Donc je prends juste une lampe de chevet. Je vais mettre sur le côté. Et de pas faire n'importe quoi. Voilà. Et ça devrait être plus visible. Voilà. Je fais focus dessus. Donc actuellement, mon blob qui était donc sous forme de desséché, bah, il est en train de s'humidifier tout tranquillement. Alors je peux zoomer dessus. Je sais pas si on verra mieux quelque chose, mais c'est peut-être un peu tôt pour voir des choses aussi, hein. Essayer de se centrer sur une zone. Bon, pour l'instant, ça bouge pas des masses. Alors, je vais essayer de voir dans les zones les plus fines, elles sont peut-être plus susceptibles de se réveiller en premier, ou plutôt sur les bords. Mais alors, j'ai la caméra qui est à l'envers, là. Ah oui, elle est à l'envers. Ok, je comprends mieux. Hop là. Bon, j'y arriverai pas. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai dézoomé là ou j'ai zoomé? J'ai dézoomé. Là. Comme elle n'est pas dans le bon sens, j'ai du mal à contrôler. Hop, je crois que c'est comme ça. Voilà. Après, si elle veut tourner, elle tourne, c'est pas grave. Il dort encore, oui. Pour l'instant, il n'a pas l'air extrêmement actif. Alors ceci dit, il a quand même pris un peu l'humidité, donc ça a l'air pas mal.
Après, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement lent. Donc peut-être que je peux pas le voir comme ça aussi, hein. La lumière me satisfait pas. Si je comprends bien, le blob, c'est la matière orange. Oui, c'est la matière qui est orange jaune. Voilà, il est orange parce qu'en séchant, il a foncé un peu plus. Mais normalement, ça fait une espèce de jaune vif un peu. Voilà. Bon, c'est très fin du coup. Oui, genre là j'ai pas l'échelle, mais on va dire que les brins qu'on est en train de voir là, ils semblent un peu plus fins qu'un cheveu. Voilà. Donc un cheveu, si je dis pas de bêtises, ça fait 100 microns. Donc on doit être dans les mêmes ordres de grandeur, hein, à peu près. 100 micromètres, donc 0,1 millimètre. Voilà. Après on voit les fibres du papier du filtre à café aussi. Et ça va grossir ou juste s'étendre. Bah, s'il trouve aucune nourriture, il ne fait que s'étendre. S'il trouve de la nourriture, il agglomère. Il fabrique donc de nouvelles cellules et enfin non, pas de cellules du coup, de nouveaux noyaux et il grossit et de nouvelles parois. Enfin, il crée de la matière et il grossit. Mais dans sa phase d'expansion, tant qu'il trouve rien, bah, il ne grossit pas. Là, il grossit juste parce qu'il est en train de s'hydrater. Hein. Donc, on part de quelque chose de déshydraté et il va se réhydrater. Là. C'est dommage aussi que j'ai pas la lumière par en dessous parce qu'en voyant par transparence, mais bon, ça sera quand on aura directement le gel à travers le filtre à café, ça serait compliqué. On peut voir, on peut voir les fluides euh, passer à travers ces espèces de veines. C'est-à-dire qu'on voit les déplacements de fluides à l'intérieur du blob. Et comme il grossit par pulsation, en gros, il fait un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant. Donc les fluides qu'on voit à l'intérieur, on les voit passer dans un sens, puis dans l'autre, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Et dans la nature, ils mangent quoi pour grossir? Bah, dans la nature, ils mangent des pourritures, des champignons, des choses comme ça. Mais c'est des champignons, c'est pas des cèpes, hein. Il va pas manger des cèpes. Hein. Quand je parle de champignons, c'est plus des champignons microscopiques. Hein. En tout cas, du moisi, par exemple. Ouais. Enfin, de la pourriture. De la matière morte. Ou pas, d'ailleurs. Parce que du coup, les champignons sont pas morts, mais bon. Mais les champignons poussent sur principalement de la matière morte. Donc on les retrouve souvent dans les milieux où il y a beaucoup de matière morte. Bon, eh c'est moins actif que prévu. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour se réveiller. Normalement, d'ici demain, dans la nuit donc du coup, il devrait avoir eu le temps de quitter le papier de filtre à café, et donc du coup, devrait se retrouver en partie sur le gel. À ce moment-là, il faut enlever le papier, parce que sinon le papier il contient aussi des spores et des choses qui peuvent
se mettre à moisir, donc il vaut mieux les enlever dès que possible. Donc dès que le blob a quitté le papier, on enlève le papier. Ensuite, on le nourrit, et puis quand il a occupé l'intégralité de la surface de la boîte de pétri, eh ben on lui change, on le coupe en deux, en quatre, on le coupe en morceaux et on le dépose dans d'autres boîtes de pétri euh, pour le multiplier. Si on veut pas le multiplier, on le réduit de taille et on détruit une grande partie de la taille qu'il a gagnée et, euh, et on le maintient en taille comme ça. Alors pour le détruire, on peut aussi, de ce que je me souviens, le congeler. Voilà. A priori, le congeler, ça le tue. Voilà. Il ne manquerait plus qu'il nous mange les cèpes. Bah oui, déjà que j'en trouve pas souvent. Enfin, quoique en même temps, j'en cherche pas souvent, mais bon. Donc voilà pour les étapes suivantes. Donc là, je vais attendre tranquillement qu'il quitte le papier et je vais y mettre juste quelques flocons d'avoine, pas beaucoup, dans la boîte, pas sur le blob, pas sur le papier. Et quand il va explorer la zone, il va notamment trouver les flocons d'avoine et il va essayer de se positionner le plus possible dessus. Donc ça va l'inciter encore plus à quitter le papier, hein. Voilà. Bon, cette caméra fonctionne, mais je trouve que c'est pas foufou vu la luminosité que j'y ai mis dessus, ça pourrait être mieux. Ah, normalement, si je longe le papier, alors il faudrait que la caméra soit dans le bon sens parce que là, ça m'aide pas. Dans quel sens elle est? Si je descends comme ça. Voilà. Donc normalement, c'est dans ce sens-là. Donc si je regarde les bords du papier, on devrait le voir. Enfin, on devrait le voir. C'est à partir du bord qui va commencer à sortir du papier. Donc je vais longer le papier. Bon, là, pour l'instant, il n'est pas encore arrivé au bord. Là, il n'y en a pas. Là. Donc là, par exemple, à mon avis, il va commencer à aller sur le gel. Là, il est vraiment à côté. Sur les autres parties, je pense que j'ai coupé un peu large, donc peut-être qu'il va mettre un peu plus de temps. Ouais, et là, j'ai fait le tour. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près par là. Il devrait sortir en premier. Bon, ceci dit, je pense pas qu'on arrivera à le voir de suite. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Euh, c'est relativement facile à faire, c'est rapide. Là, il touche le gel, oui, tout à fait. Il y a une partie qui est légèrement à cheval dessus. Bon, faudrait zoomer dessus.
Tu veux pas lui mettre à manger juste devant? Je peux, mais ça va pas l'inciter, hein. Il a pas de nez ou de capteur. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas, donc ça devrait pas l'aider à sortir plus. Sa solution, c'est il tâtonne, et quand il sent qu'il est sur quelque chose à manger, il le mange. Mais alors, un truc qui aide pas non plus, c'est que normalement, ils aiment pas la lumière, et là, j'ai la lampe pile dessus. Bon, peut-être que ça ne l'aide pas, hein. Et peut-être que l'autre, du coup, s'en sort mieux là-dessus. Enfin, on remarque qu'il était pas mal exposé aussi. Donc, on va regarder l'autre aussi. À l'aveugle. Ah, ok. Oui, oui, à l'aveugle. Du coup, il avance à l'aveugle. Exactement. Mais alors celle-là, elle a des parties très foncées, c'est parce que je pense que c'est des parties qui étaient très épaisses, voire un peu mortes d'ailleurs, mais bon. Et donc, ça peut vivre très très longtemps, des années, des centaines d'années même, en passant par des cycles de repos, sous sa phase de sclérote, il peut vivre très très longtemps. Enfin, des centaines d'années, c'est peut-être un peu exagéré, mais... Ah, la caméra, il faut que je trouve un moyen de la mettre dans le bon sens. On connaît leur durée de vie, ben, quelques années, hein, sans phase de dormance, a priori, il y en a qui peuvent durer quelques années. Mais ça dépend un peu des espèces aussi, hein, de ce que j'ai compris, il y a des espèces qui peuvent durer plus longtemps. Ensuite, quand ils se sentent en danger de mort, bah, ils se mettent en position de survie. Et quand ils retrouvent de l'humidité, etc., c'est pas comme si ils reprenaient leur vie là où elle était, c'est vraiment, ils sont comme neufs, ils sont régénérés. D'où un peu le titre de résurrection. Ils étaient morts, puis ils sont plus morts, ils sont vraiment enfin non, du coup c'est pas vraiment adapté même, je dirais, parce que ils repartent avec un âge neuf, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des études dans ce sens-là pour voir s'ils peuvent pas aider à trouver des solutions pour contrer la vieillesse ou pour améliorer la vieillesse, pour rajeunir. Bon, c'est peut-être un peu exagéré là, mais bref. Bon, après, j'espérais voir des pulses, mais enfin des mouvements, mais de mémoire, ils font un mouvement dans les 90 secondes, l'ordre de grandeur. Donc, effectivement, ils sont pas très rapides. Voilà. Berk, des blobs comme élixir de jeunesse. Oh, oui, il faut leur donner une forme appétissante. D'ailleurs, je sais qu'il y a des animaux qui peuvent en manger aussi. Euh, les limaces, les escargots, je sais qu'ils peuvent manger des blobs. Il y a peut-être d'autres animaux qui en mangent. C'est pas toxique, de ce que j'ai compris, on peut en manger, même si ça a vraiment aucune valeur, hein. Euh, c'est bon, j'ai j'ai pas essayé. Il faudrait faire un mini timelapse en direct. Oui, après en direct c'est compliqué, mais oui.
Le mieux, ça serait de les installer dans une boîte un peu sombre, style une boîte à chaussures, et de prendre une photo tous les quelques secondes, et d'effectivement faire un timelapse. Donc ça pourrait se faire, hein, éventuellement, oui. Bon, en plus, là, on est dans celui qui est moins veineux, donc je suis pas sûr qu'on voit grand-chose, là. L'autre est peut-être mieux pour voir des mouvements, parce que les mouvements, et on va surtout les voir dans les espèces de veines. C'est surtout dans ces zones-là qu'on va voir ces choses-là grossir et rétrécir par cycle. Là. Ah, je me suis perdu. Et enlève la lampe, sinon, vous voyez bien sans. Je sais pas. Sans lampe, autant en version dézoomée, bon, il faut régler le focus, mais c'est encore visible. Autant en version zoomée, il n'y a plus trop assez de lumière, hein. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, bon, c'est la caméra qui m'a fait un petit truc. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Oui, je crois, oui. Après, peut-être que je peux régler un peu l'exposition, peut-être comme ça. Bon, et ben voilà. En dézoomé, ça passe, oui. Mais en dézoomé, on verra moins ouais, les petites pulsations. Il faut que il faut que je re-règle cette binoculaire parce le focus n'est pas le même quand je suis zoomé et quand je suis dézoomé. Bref, est-ce que je vois mieux, moi? Oui, moi je vois mieux quand même, hein. Alors je vois moins zoomé, mais je vois mieux, clairement. Mm. Bon, et je crois qu'on va arrêter là sur les observations. Je verrai s'il y a moyen de refilmer ça un peu mieux. J'ai l'impression que la caméra a un petit problème de couleur aussi. Est-ce que je peux régler ça? On va voir. Ah, c'est peut-être un poil mieux là. J'ai l'impression qu'elle avait décalé les couleurs. Là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Bon, bref. C'est toujours orange, oui, tout à fait. Bon,
Juste, j'ai envie de revoir l'autre une dernière fois. Donc là, je recouvre. Voir si ça a un peu changé depuis tout à l'heure. S'il est sorti du... hop là. Donc la caméra, elle est comme ça. Bon, comme ça. Voilà. Bon, tout à l'heure, je disais qu'il dépassait, mais je ne sais plus de quel côté. Je pense que c'était par là. Ouais, non, il est encore timide. Il est pas encore, il a pas encore mis vraiment le pied dehors, quoi. Ça va pas tarder, mais pas encore. J'aurais bien voulu le voir dévorer les cornflakes. Oui, mais ça va prendre un peu de temps. Donc là, bah justement, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter hop, la lampe. Je vais mettre là, le microscope, la caméra. Tiens, au passage, la caméra, je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Je vais repasser en mode là, voilà. Donc la caméra, c'est en fait c'est juste un capteur sans la partie optique devant en fait. Donc ce qui se passe, c'est que si on arrive à bien voir, donc il y a juste une vitre de protection, mais on voit le capteur normalement. Le problème c'est que le focus est pas au bon endroit. Et donc c'est le microscope qui fait la partie optique. Voilà. Et ça on peut le mettre aussi par exemple dans une lunette ou un télescope pour faire des captures astronomiques aussi. Ou dans tout appareil qui a potentiellement une oculaire. Je remets l'oculaire, j'enlève le microscope, et on va lui mettre du coup effectivement quelques flocons d'avoine. Voilà. Bon, j'ai un bouchon, mais là on n'en aura pas besoin, et on va juste en mettre quelques-uns à côté. Ah, voilà, j'en ai un qui est tombé dessus. Voilà. C'est pareil, il est tombé sur le papier. Hop, je l'enlève du papier. Bon, j'aurais mieux fait de le faire avec une pince, mais c'est pas grave. Et pour l'instant, ça suffit, on va pas en mettre plus. Là, le but, c'est de l'inciter à sortir, c'est pas tellement de le faire grossir. Donc pour l'instant, j'en mets pas plus. Voilà. Et là, bah, d'ici la nuit, en quelques heures, bah, si on compte qu'il va se déplacer, au début, il va se déplacer moins vite qu'1 centimètre de l'heure, hein. Donc même s'il se déplace plus lentement, d'ici demain matin, et ben, il aura grossi suffisamment pour sortir du papier et potentiellement commencer à toucher quelques-uns des flocons d'avoine. Voilà. Voilà, voilà. Ben, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si, est-ce que j'avais prévu d'autres choses? Non, normalement c'est bon. Ouais, voilà.
c'était juste simple. Si vous êtes toujours là, vous pouvez peut-être juste me confirmer qu'au niveau, qualité, vidéo, les nouveaux réglages sont bons? Il faudrait que tu fasses une photo par heure pour voir l'évolution. Bah oui, oui, tout à fait. C'est ce que proposait d'ailleurs Swanonix, j'imagine, en parlant de timelapse. Faire une photo régulièrement, et puis ensuite de la lire comme une vidéo en accéléré, quoi. Mais là, j'admets que je vais pas passer ma nuit à, à prendre une photo régulièrement. Faudrait que je règle l'appareil qui est au-dessus, en le mettant plus proche, pour faire des photos. Mais à la limite, ça sera plus intéressant quand il sera sorti du papier, parce qu'il sera plus actif déjà, hein. Cool, ça a l'air simple à faire, faut juste trouver le blob dans la forêt. Tout à fait. Je suis susceptible aussi d'en distribuer à terme, pour ceux que ça intéresse. Peut-être que j'en ferai gagner un jour ou l'autre, d'ailleurs, on verra. Ou dans le grenier de Polyscopix, oui, tout à fait. Quand il pleut, et il est susceptible d'y avoir des blobs dans mon grenier. Bon, idéalement, il faudrait pas qu'il pleuve dans le grenier. Mais bon. Bon, eh bien écoutez, si tout va bien, je vais vous laisser là. C'était un stream tardif, qui était prévu ce matin à l'origine, mais bon, je me suis perdu dans les réglages, et je n'avais que 12 heures de retard du coup. Voilà. Ok, super, j'ai appris des choses. Eh ben tant mieux, c'est le but. À l'heure américaine, c'est bon. Oui, oui, c'est une façon de voir. Bien, eh ben merci en tout cas d'être passé. Oui, c'était cool. Ben merci, merci. Merci d'être passé. Prochain stream, je ne sais pas encore. Je vous montrerai en tout cas comment il a évolué. S'il a suffisamment évolué, d'ailleurs, peut-être que je le montrerai demain, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. J'ai réfléchi. Lundi, c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est un peu plus sûr. Lundi matin, je ferai probablement de nouveau un stream. Si vous n'êtes pas encore, si vous ne suivez pas encore la chaîne et que vous voulez la suivre, n'hésitez pas. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci et à plus.